Du coup, ce qui est clair et net, c'est qu'on ne pourra pas aborder tout de début, etc. On ne va pas pouvoir voir de A à Z tous les points à aborder, mais c'est une bonne introduction. Je t'invite à mettre suivant. Pardon, c'était le bouton. Excuse-moi de te Oui, pardon. Cette présentation-là, que je la mettrai après. Oui, je la mettrai en ligne. Du coup, on l'enverra aussi par email à tous ceux qui sont venus via le groupe. J'arrive, hein, j'ai un problème technique, je sais pas, Bah non, il n'y a pas de souci, hein. je sais pas quel bouton veut. De toute façon, j'avais parlé un petit peu des prérequis en gros. Pour dire, là, ce qu'on va voir, on va voir tout ce qui est du coup, comment ça fonctionne les thèmes dans WordPress, les fichiers, quel genre de fichiers il faut qu'on crée, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, et quelques petites notions justement sur ces fichiers. En gros, voilà, on va voir les thèmes, je vais expliquer vite fait la différence entre thème et thème enfant, donc ma partie et la partie de Pierre. On va voir pour créer un premier thème, quelques petites hiérarchies, quelques petites notions au niveau des hiérarchies. Et je vais donner des ressources. Disons qu'on peut récupérer les ressources, c'est des kits de démarrage. N'importe qui, vous démarrez, etc. Il y a des explications et c'est un bon moyen de progresser de façon assez simple. Je vais à mettre suivant. Alors, on va enchaîner direct. Alors, petit prérequis, l'idéal quand vous travaillez, si vous avez un site WordPress, si vous testez sur un site en ligne, c'est pas propre dans le sens où vous faites une modification de couleur ou je ne sais quoi. Si à chaque fois vous êtes obligé d'envoyer le code sur Internet, c'est pas pratique. Donc le top, si vous travaillez, c'est sur votre ordinateur en local, sans Internet. Pour ça, vous connaissez peut-être WAMP, MAMP ou LAMP. Donc en gros pour Windows, Mac ou Linux, un petit environnement que vous installez, ça fait un serveur sur votre ordinateur, vous pouvez lancer WordPress. Un petit projet, donc Vagrant, qui est en gros pour installer une VM sur son ordinateur, pour les plus techniques, donc c'est quand même un peu plus technique là, mais c'est plus propre et c'est l'environnement idéal pour travailler. Pierre est plus à l'aise que moi sur ce point-là, mais en gros, si vous êtes intéressé, vous tapez un www dans www WordPress dans Google, et vous aurez l'environnement, vous pourrez débuter un petit peu sur cet outil-là. Il y en a juste un autre Ouais. que je voulais mentionner qui s'appelle Flywheel local. Je crois que vous l'utilisez au CFI, non? Je ne sais pas s'il existe maintenant sur Windows. Je sais qu'à une époque, ils en parlaient. En fait, c'est un logiciel que vous téléchargez, que vous installez, et en quelques clics, vous pouvez facilement créer des sites locaux et les lancer, les arrêter, récupérer des Vas-y, viens. Rentrez. Et c'est plutôt bien fait, c'est assez simple d'utilisation, un peu comme WAMP, MAMP, une interface pour créer un serveur local et créer ses sites dedans. Voilà. Ça s'appelle comment? Flywheel, F-L-Y-W, on voit très mal là. Alors non, Flywheel c'est la marque, le logiciel c'est local, donc local par Flywheel. J'essaie de mettre à jour mes slides pour intégrer ça dedans, pour s'en souvenir. Je crois que pour Windows, Dispo. dans la version bêta. D'accord, ok. Pour Windows, C'est transformé, ouais. ces films en fait, utilisés sur le cloud. Ok. Du coup, petit point, donc en gros, vous installez ça, vous installez WordPress, et vous visitez les fichiers, vous suivez les instructions pour l'installation de WordPress, et c'est bon. Les petits basiques, c'est on va modifier quand même des fichiers de thème, donc si vous avez des connaissances en HTML, CSS, c'est quand même idéal. Et PHP, il n'y a quand même pas besoin d'avoir des grandes notions, hein. Il suffit de savoir faire copier-coller, d'aller regarder un petit peu dans la documentation de WordPress, et vous pourrez faire des choses assez sympas, voilà. Et il vous faut en prérequis la soif d'apprendre, c'est bon. Du coup, ça va vous parler le back-office de WordPress, hein. Particulièrement dans le menu Apparence, et dans Apparence, dans les thèmes. Ici, on voit quelques exemples, 2012, je sais plus, il y en a deux autres, donc les thèmes par défaut, qui sont des fois voilà, des installations. Quand vous ajoutez un thème, je pense que vous avez l'habitude peut-être de rechercher dans la bibliothèque via l'interface. Bon, en gros, voilà, l'idée c'est qu'on va voir comment sont créés ces thèmes et comment vous allez pouvoir créer votre propre thème avec son nom, avec son image, son aperçu, etc.
thumbnail suivant. En gros, quand vous dézippez WordPress, vous avez ces fichiers-là que vous devez sûrement connaître, avec notamment le dossier WP Admin, WP Content, WP Includes. Dans WP Content, on va retrouver les thèmes, les plugins, voilà, les fichiers que vous envoyez sur WordPress. En petit, ici, j'ai marqué il y a la hiérarchie des dossiers dans WP Content. Donc, on retrouve thème et on va retrouver différents thèmes. On retrouve notre thème 2012, 2015, 14, 16, enfin bref, ceux qui sont installés. Moi, j'en ai créé, j'en avais téléchargé un, c'était MyWiki, c'est un thème, et j'avais créé un thème enfant, c'est un autre dossier. Donc, on va voir à l'intérieur de ce dossier-là. En gros, vous allez pouvoir créer un dossier dans thème, mon thème, peu importe, et on va voir ce qu'il faut mettre dedans. Alors, thème versus thème enfant. Thème, c'est vraiment la création de zéro. Vous créez quelque chose qui n'existait pas, c'est votre thème, vous partez de rien. Il faut avoir quand même des bonnes connaissances en HTML, CSS, un petit peu PHP. L'avantage, c'est que c'est extrêmement personnalisé. Vous partez de rien, c'est vous qui créez, c'est vous adaptez pas de l'existence, c'est vraiment votre création. Thème enfant, c'est de la surcharge d'un thème existant. Vous voyez un thème sur Internet, vous le trouvez super chouette, vous vous dites ouais, c'est super chouette, mais là, on voit en dessous du titre, il y a le nom de l'auteur, mais moi j'ai pas envie de l'afficher, ou on voit la date aussi, moi la date j'aimerais l'afficher en bas. Vous voulez tout simplement faire des petites modifications comme ça, et disons que la mauvaise méthode c'est se dire je vais aller dans le code source et je vais modifier. Si vous faites ça et que le thème se met à jour, ça va écraser tout ce que vous avez fait. Donc il faut créer un thème enfant. Et le thème enfant justement, c'est fait pour apporter des petites modifications et c'est particulièrement utile lorsqu'on débute pour juste apporter des tout petits détails sur quelque chose qui existe, le thème de quelqu'un d'autre. Suivant. Ok, première étape pour créer un thème, la hiérarchie des fichiers de template. Voilà, il faut un petit peu connaître ça. Ça, on voit rien de loin, c'est normal. Même sur un ordi en plein écran, on ne voit pas, il faut zoomer, etc. Non, en plus, je ne cherche pas. Ah, c'est vraiment, je l'ai mis en petite image, etc. C'est disponible sur Internet. Quand vous cherchez sur Google, hiérarchie des fichiers de template, je crois WordPress, vous aurez cette image sur la doc officielle qui apparaît tout le temps. C'est un petit peu le petit mémo à avoir lorsque vous faites des thèmes. En gros, l'idée c'est, sur chacune des pages d'un site, on va avoir peut-être un fichier de thème. De base, en bleu en fait ici, ça explique que index.php c'est la page qui est appelée si un thème n'existe pas. Si vous voulez un aperçu différent entre votre page d'accueil et entre vos articles et entre vos pages, eh bien, en plus d'index.php, vous allez créer single.php, page.php, frontpage.php, et vous allez créer vos différents fichiers et juste mettre ce que vous voulez dans chacun de ces fichiers. Et en fait, cette hiérarchie, ça se lit de gauche à droite, ça dit justement sur quel type de page le visiteur se trouve. Est-ce qu'il se trouve sur une page, sur un article, sur une page de catégorie? Est-ce qu'il est sur la page auteur? Est-ce qu'il est sur la page 404, c'est-à-dire quand il n'y a pas de page de résultat? Selon l'endroit où il se trouve, eh bien, en fait, on suit et on dit est-ce que tel fichier existe? Non. Est-ce que ce fichier-là existe? Non. Et donc, si aucun fichier n'existe, est-ce que page.php existe? Non. Est-ce que single.php existe? Non. Bon, bah, on ira lire dans index.php. Si vous, alors, au final, juste index.php est obligatoire, et après, vous pouvez en rajouter d'autres, et pour créer juste les aperçus que vous voulez. Du coup, à retenir dans ce que j'ai expliqué, si je souhaite le même thème sur toutes les pages articles, sur toutes les pages et les articles, bon, bah, je vais mettre tout dans index.php, j'ai besoin que de ça. Si je souhaite une page d'accueil avec un thème différent des autres pages, hop, je crée frontpage.php. Si je veux quelque chose de différent, par exemple mes pages, je veux qu'elles aient un menu spécifique, et puis mes articles, je veux qu'on affiche la date, la zone de commentaires, bon, bah, je ferai quelque chose de différent. Dans page.php, je ferai des pages, single.php, c'est pour les articles. Quelques petits fichiers qui sont régulièrement utilisés, search.php pour les résultats de recherche, 404.php pour les pages introuvables, home.php, alors avec la petite notion quand même, il y a frontpage.php et home.php, parce qu'en fait sur la page d'accueil,
on peut choisir d'afficher la liste des 10 derniers articles, ou cette liste des 10 derniers articles, on peut les afficher autre part. Donc en gros, ça dépend un petit peu de votre usage, si vous avez besoin d'utiliser Home ou Front Page. Archive.php, ça englobe les pages de catégorie, la recherche par date, la recherche par catégorie, la recherche donc par tag, par taxonomie, même les pages d'auteur, etc. Catégorie.php est une catégorie, et un petit qui est utilisé, qui est utile dans des cas vraiment spécifiques. Vous pouvez faire par exemple page-36.php, et ça sera un thème uniquement pour la page qui a l'identifiant 36. Donc pour des cas vraiment particuliers où ça sort un petit peu de l'habituel, vous faites ça et ça fera une adaptation. Étape numéro 2, on a vu les fichiers là, on a vu en gros un petit peu, tiens, je vais devoir créer des fichiers, on va voir ce qu'on doit mettre dedans. La version la plus simple possible, une page web, c'est un en-tête, un contenu et un pied de page. L'en-tête, si ça contient le logo, le menu, etc., on ne va pas s'amuser à le recréer dans chacun des fichiers. On va le mettre dans header.php et ensuite on ira appeler l'en-tête partout. Pareil pour le pied de page. Du coup, dans index.php, on peut juste mettre ces 3 lignes. getHeader, qui ira chercher le contenu de header.php. On écrit notre contenu de notre page et on appelle getFooter pour aller chercher le contenu de footer.php. Donc en 3 fichiers, en 3 lignes, on a la base, vraiment le strict minimum d'un thème. On veut pousser le concept un petit peu plus loin. Sidebar, pour les barres latérales, donc notamment sur les blogs. Ça, en gros, c'est dans sidebar.php et vous faites getSidebar. C'est aussi simple que, voilà, c'est un peu basique, mais ça fait le job, c'est ira chercher. On pousse encore plus loin. Si on veut un endroit avec un formulaire pour laisser des commentaires, si en plus on veut une zone pour aller rechercher, pour faire un formulaire de recherche à l'intérieur du site, pour les commentaires, on peut appeler Comments Template. Pour la zone du formulaire de recherche, Get Search Form, et ça sera dans searchform.php qu'on mettra un petit peu tout notre code à ce niveau-là. Ok, on a vu les fichiers, ce qu'il doit y avoir, on a vu ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Par contre, alors on a vu en gros les en-têtes, les pieds de page, mais on n'a pas vu à l'intérieur la boucle. Enfin, il y a un système qui s'appelle la boucle, et on va voir ça. C'est un concept à connaître, la loupe, donc pour ceux qui parlent anglais, qui s'y connaissent un petit peu, donc il faut comprendre le concept de boucle. Et ce qu'il faut comprendre, pour vraiment comprendre le principe, il faut imaginer la page d'accueil de votre site qui liste les articles. Il va lister par exemple les 10 derniers articles. Vous n'allez pas vous amuser à réécrire le même code 10 fois et à vous dire alors ça sera l'article 20, etc. C'est une boucle. Donc pour ceux pour qui PHP c'est simple, en fait c'est une boucle while. Et en gros, vous notez qu'une seule fois le morceau de code et bien entendu, ça sera bouclé et ça listera tout. Certaines fonctions dans WordPress sont utilisables qu'à l'intérieur de la boucle. Par exemple, TheTime, TheTitle récupérera le titre de l'article, TheTitle, le time, la date d'ailleurs de publication, TheCategory, la catégorie à laquelle appartient l'article, ThePermalink, c'est le lien vers l'article, et TheContent, c'est pour afficher le contenu. Donc en gros, si vous faites une boucle, qu'à l'intérieur de cette boucle, vous notez ces petits bouts de code, ça affichera les données voulues. Donc après, vous vous dites, ça, je vais le mettre dans un div, le div, je vais le mettre dans une balise H1 ou H2, etc. Du coup, exemple concret. Tout à l'heure, dans l'exemple que je donnais, je mettais getHeader, getFooter, et entre les deux, je disais, c'est le contenu. J'avais mis un texte en vrac. En réalité, ce qu'il faut, c'est quelque chose comme ça. En PHP, du coup, if, donc si post, donc s'il y a des articles, là, je rentre dans cette condition-là, donc qui est while, donc tant que j'ai des articles, afficher l'article et afficher le contenu. Ça va boucler, tout simplement. Donc c'est le système de boucle. Si vous voulez vraiment regarder les exemples officiels dans la documentation, vous cherchez en anglais la boucle en action dans WordPress, enfin dans la documentation WordPress, donc dans Google, vous pouvez chercher la boucle en action et vous verrez des exemples.
Donc on avait l'exemple le plus simple de tout à l'heure. Ici on a un exemple qui est un petit peu tronqué, mais bon, c'est pas grave, on comprend l'idée. Là j'ai mis un exemple qui est un peu plus présentable et qui ressemble enfin à quelque chose que vous pourriez avoir sur votre propre site. Je liste le header, je regarde s'il y a des articles. Tant qu'il y a des articles, alors je vais afficher ce bout-là, donc tout ce qu'il y a ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un H2, donc un titre de niveau 2, et à l'intérieur du H2, donc c'est un titre cliquable, et le titre, eh bien, je vais chercher la balise The Title, qui affichera le titre. Donc, et dans le lien, le A, href, eh bien, je vais chercher The Permalink, donc le lien. Donc en gros, le titre sera cliquable et affichera le titre, hein, tout simplement. Et en dessous, je marque un petit div pour noter The Time, qui affichera la date et heure à laquelle l'article a été publié. Et The Content pour afficher le contenu. On verra tout à l'heure, je pourrais remplacer The Content par une autre fonction qui affiche uniquement un aperçu. Et pour éviter d'afficher tout le contenu de l'article, si par exemple ça c'est ma page d'accueil, je vais éviter d'afficher tout le contenu, c'est moins présentable. On affiche juste un petit raccourci, et ça sera The Excerpt, le nom de la fonction. Et ben d'ailleurs c'est utile. En gros là je vous ai résumé quelques fonctions qui sont assez pratiques, assez récurrentes. Je vais résumer un petit peu avec vous la fonction getTheID, donc ça permet d'obtenir l'identifiant de la page. Je l'avais utilisé tout à l'heure sur la page, sur le slide précédent, dans le div, pour que le div il possède vraiment un identifiant unique si jamais dans le CSS vous voulez faire un style personnalisé. On peut obtenir l'auteur, le contenu, le titre, le lien, le résumé. On peut obtenir l'image d'aperçu de l'article. Donc dans le back-office, on peut définir une image pour son article, et du coup, automatiquement, on va avoir la petite image, la petite miniature associée. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut aussi afficher l'article suivant ou l'article précédent. Donc si on veut faire un système de petite pagination, ça va être possible. Donc get next post, on peut avoir donc le précédent. On a quelques petites choses un petit peu différentes. Si on veut tenir sur un article la liste des tags, donc les étiquettes. Si on veut tenir les informations donc, de la catégorie, il y a des petites choses en plus. Si on veut dire est-ce que cet article est un article ou une page, donc isPage, qui va retourner vrai ou faux. IsSingle, c'est est-ce que c'est un article vrai ou faux. Et on peut avoir encore la date et une autre fonction qui peut être utile, c'est obtenir le répertoire du template. Donc si on veut obtenir par exemple, si on veut afficher le CSS, on peut utiliser cette fonction pour aller chercher l'adresse vers le CSS, pour résumer. Quoi de plus? Dans un thème WordPress, du coup, il y a tout ce que je viens d'expliquer. Donc l'index.php, vos pages.php, etc. On a vu ce qu'il y avait à l'intérieur. En plus, on peut avoir functions.php qui permet de créer des fonctions qui seront utiles sur votre thème. On peut, dans ce fichier function.php, lister par exemple les feuilles de style, s'il y en a plusieurs. Vous pouvez les appeler via wp-enqueueStyle. C'est une fonction prévue à cet effet, et au lieu de les afficher vous-même dans l'entête.php, vous allez tout simplement les lister ici, et c'est votre thème qui va décider de les afficher dans le pied de page, parce que ça permet d'accélérer le temps de chargement, etc. Enfin, même principe pour les fichiers JavaScript. Vous avez pareil, vous pouvez mettre dans une fonction lister, enfin mettre en file d'attente via la fonction wp-enqueueScript. L'autre thème text domain, c'est une fonction si vous voulez internationaliser votre thème. Bon, ça va être utile, mais là en gros, il faut aller regarder la documentation, je ne vais pas approfondir. Donc vous avez functions.php, le style.css, c'est quand même le style de base, et screenshot.php, qui est le petit aperçu qu'on voit dans le back-office WordPress. La petite astuce pour les agences web, pour les prestataires, vous faites un screenshot.php de base avec vos coordonnées,
avec votre logo. Et à chaque fois que vous faites un site pour un client, que vous faites un thème sur mesure, bah, vous pouvez mettre votre propre screenshot.php et le client, quand il ira visiter le back-office, il verra vos coordonnées en gros dans une image et il saura ah, ce thème ça appartient à telle agence. C'est un peu plus sympa et voilà, c'est plus pratique. Alors les ressources, en gros, vous n'allez pas avoir besoin de recommencer de zéro. Il y a une ressource underscores.me qui c'est un starter kit, donc un kit de démarrage qui reprend en gros tout ce que je vous ai expliqué. Donc c'est beaucoup plus simple pour recommencer. Vous allez sur underscore.me, vous vous dites, moi mon thème je vais l'appeler Titi Toto ou ce que vous voulez. Vous cliquez télécharger, ça vous télécharge un zip avec. Super, merci. On va aller voir ça. Donc tu Voilà, dis Titi bah ouais, Toto. Titi Toto, ouais. Donc generate. Et ça va vous télécharger un zip. Et voilà. Celui-là, j'ai utilisé pour l'information. Voilà. C'est une très bonne base pour. Ouais, Je peux pas sortir de là, mais. voilà. Quand vous le téléchargez, c'est un zip, vous dézippez et dedans il y a tous ces fichiers-là. On voit pas des masses hein, avec la résolution, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez 404.php, archive.php, footer.php, index.php. Vous avez même le screenshot.png. Et en fait, quand vous les ouvrez, il y a les explications. Il y a un commentaire en haut qui dit ceci est un fichier utile parce que il y a ça, ceci, cela, etc. Même la feuille de style CSS, elle est bien organisée, elle a un sommaire en disant remodifier à tel endroit si vous voulez faire ça. Et vous installez ce thème-là, vous pourrez voir l'aperçu qui est basique au début, et vous pourrez l'alimenter et le personnaliser à votre sauce. Donc très pratique. Voilà. Maintenant, on va faire une astuce pour les niveaux un peu plus avancés. L'idée, vous êtes sur un article et sur votre site de test que vous avez en local et vous dites, je me demande quels fichiers sont appelés en ce moment même. C'est-à-dire que je vois quelque chose là sous les yeux, mais qu'est-ce qui est appelé? Est-ce que c'est ma page.php qui est appelée? Est-ce que c'est index.php? Vis-à-vis de la hiérarchie qu'on a vue dans l'un des premiers slides, on ne sait pas trop quel fichier appeler. Vous pouvez utiliser le plugin Query Monitor et il y a un petit onglet qui affiche voilà, c'est nickel. Ouais. Petit onglet template qui va afficher justement quel fichier est appelé. Bon, pas super bien, mais. Ouais, voilà, là, du coup, là, cette page, c'est frontpage.php en premier, puis home. Mais après, ça aurait été home.php ou sinon index.php. Non, actuellement, c'est index.php, mais si on veut être encore plus précis, on pourrait faire un home.php pour écraser ce template actif, ou sinon encore plus précis, front-page.php. Voilà. Du coup, c'est propre. Vous savez de façon claire et nette où vous êtes et ce que vous devez faire éventuellement pour le faire vous-même. Et dans le slide, j'ai mis une petite fonction. Là, ça sera copier-coller quand je fournirai les slides. Vous la mettez dans le pied de page et ça vous affiche justement le répertoire de tous les fichiers qui sont appelés dans WordPress. Et comme ça, vous savez un petit peu, vous savez ce qui est appelé à un instant T. Voilà, j'ai fini en tout cas ma partie et c'est surtout maintenant on va avoir les questions-réponses pour approfondir et pouvoir vous aider un peu plus sur tout ça. Donc merci.